L'interphone a sonné, alors que j'étais en train de revoir les résultats d'analyse sanguine de Madame Peterson. Docteur Anderson. La voix de Sarah avait cette nuance de nervosité que j'ai immédiatement reconnue. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu qu'elle continue. Il y a un vérificateur d'assurance dans le hall. Il a amené des visiteurs avec lui. J'ai posé le dossier et j'ai demandé quel genre de visiteurs elle voulait dire. Le silence m'a tout dit, avant qu'elle ne réponde, « Votre famille, monsieur ». J'ai fermé le dossier du patient et je suis sorti de la salle d'examen, dans le couloir vide. J'avais passé 12 ans à bâtir cette clinique à partir de rien, soignant des familles dans cette banlieue de Boston. Et maintenant, ma propre famille se présentait avec un vérificateur d'assurance. Le hall est apparu, alors que je tournais le coin près de la réception. Stephen Park se tenait près du bureau d'accueil, vêtu d'un costume gris et tenant une mallette. Un Américain d'origine asiatique d'une quarantaine d'années, avec une expression neutre qui ne laissait rien transparaître. Derrière lui, se tenait Rachel, vêtue d'un chemisier de créateur et d'un collier de perles, les bras croisés, affichant ce sourire narquois dont je me souvenais depuis l'enfance. Mes parents l'encadraient de chaque côté. Robert, avec ses cheveux gris et un polo. Linda, dans une robe à fleurs. Tous deux affichant les mêmes expressions de préoccupation vertueuse. 8 ans que je n'avais vu aucun d'eux. Park m'a remarqué le premier et m'a demandé si j'étais le docteur Michael Anderson. C'est moi, ai-je dit. Le sourire narquois de Rachel s'est élargi, alors qu'elle le corrigeait. Non, c'est Michael Harris. C'est le réceptionniste ici. Je l'ai regardé et je n'ai rien dit. Tandis que l'expression de Park passait à la confusion, il a mentionné que l'enregistrement de la clinique listait le docteur Anderson comme directeur médical, mais Rachel a insisté sur le fait que je mentais. J'ai gardé mon visage neutre et j'ai suggéré que nous parlions en privé quelque part, puis je les ai conduits devant le bureau de Sarah, vers la salle de conférence. Sarah avait l'air paniquée et a commencé à demander ce qui se passait, mais je lui ai tranquillement dit de mettre mes rendez-vous en attente. Rachel me suivait de près, observant la façon dont je donnais des instructions, comme si elle pensait que cela prouvait quelque chose. La salle de conférence était petite, avec une table pour 6 et un tableau blanc sur un mur. Ma licence médicale était accrochée à côté du tableau blanc, mon nom étant clairement visible pour quiconque regardait. Tout le monde s'est assis, tandis que Park ouvrait sa mallette et en sortait un dossier en papier craft. J'ai croisé mes mains sur la table et j'ai attendu sans rien dire. Rachel a jeté un coup d'œil au mur, a vu la licence, puis a rapidement détourné les yeux. Park a ouvert son carnet et a commencé à s'adresser à moi en tant que Monsieur Harris, mais je l'ai corrigé immédiatement. Mon nom légal était Michael Anderson, pas Harris. Il a pris note et a expliqué qu'il était ici concernant une plainte formelle déposée auprès de la commission d'assurance du Massachusetts. Rachel a annoncé qu'elle avait déposé la plainte, parce que je commettais une fraude. Park a sorti des papiers et les a posés sur la table entre nous, expliquant qu'il s'agissait d'allégations sérieuses de fraude à l'assurance et d'exercice illégal de la médecine. Rachel a fouillé dans son sac à main et a produit une photo imprimée me montrant au bureau de la réception, répondant au téléphone. Elle a dit qu'elle l'avait prise il y a 3 semaines et a affirmé que j'étais seulement un membre du personnel administratif qui disait aux patients qu'il était médecin. Robert s'est penché en avant et a dit qu'ils étaient mes parents et connaissaient mon histoire. Linda a ajouté que j'avais à peine terminé le lycée et n'avais jamais fréquenté d'école de médecine. Rachel a mentionné qu'elle travaillait dans les assurances et reconnaissait la fraude quand elle la voyait. Park m'a regardé et m'a demandé si j'avais une réponse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS de 3 mots à Margaret Chen. Besoin de toi maintenant. J'appelle mon avocate, ai-je dit. Rachel a ri et a commencé à protester, mais Park lui a rappelé que tout le monde avait droit à un conseiller juridique. J'ai posé mon téléphone et nous avons attendu en silence pendant 10 minutes, tandis que Rachel continuait à me fixer, comme si elle s'attendait à ce que je craque sous la pression. Je ne l'ai pas fait. La porte s'est ouverte et Margaret Chen est entrée. 53 ans, américaine d'origine coréenne, vêtue d'un tailleur élégant et portant une mallette coûteuse. Je me suis levé pour la saluer, tandis qu'elle s'adressait à moi en tant que docteur Anderson, accentuant mon titre assez fort pour que tout le monde l'entende. Nous nous sommes serrés la main, avant qu'elle ne coupe la protestation de Rachel et ne se présente comme mon avocate, ajoutant que j'étais le propriétaire de Boston Family Medicine. Chen a posé sa mallette et a dit à Park qu'elle avait besoin de voir la plainte formelle, avant que nous ne continuions. Park a glissé le dossier sur la table, tandis que Chen le lisait avec une expression qui ne révélait rien.
Elle a levé les yeux et a demandé qui avait déposé des allégations criminelles aussi sérieuses. Park a expliqué que Rachel Harris l'avait déposé, avec une déclaration sous serment de soutien de Robert et Linda Harris. Shane a regardé Rachel, puis mes parents, et a dit qu'elle comprenait la situation. Park s'est éclairci la gorge et a commencé à lire la plainte à haute voix. Elle alléguait que Michael Harris exerçait la médecine sans licence, utilisait une identité volée du docteur Michael Anderson pour tromper les patients, effectuait des procédures médicales sans formation, et fraudait les compagnies d'assurance en soumettant des réclamations sous de fausses références. La déclaration sous serment signée de Rachel affirmait qu'elle m'avait vu examiner des patients et prescrire des médicaments. La déclaration co-signée de mes parents confirmait que je n'avais aucune éducation médicale. La preuve photographique était censée me montrer effectuant des tâches administratives au bureau de la réception. Shane a tapoté le dossier et a demandé à Park s'il avait vérifié l'une de ses affirmations, avant de venir ici. Il a admis qu'il était toujours en cours de vérification, ce qui a incité Shane à demander s'il s'était vraiment présenté, basé uniquement sur cette plainte, sans vérifier d'abord les bases de données de licence d'État. Park s'est agité sur sa chaise et a expliqué que la plainte avait semblé crédible, étant donné qu'elle venait de membres de la famille avec des preuves détaillées. Shane a ouvert sa mallette et a sorti un certificat de changement de nom du Massachusetts daté d'avril 2013. Elle a expliqué que mon nom légal était Michael Anderson depuis 12 ans maintenant, ce qui a immédiatement fait affirmer à Rachel que c'était pratique. Shane a souligné que c'était un dossier public et que j'avais changé mon nom lorsque je m'étais marié en 2013. La voix de Linda est sortie, petite et incertaine, lorsqu'elle a demandé si je m'étais marié. J'ai parlé pour la première fois en 15 minutes. Divorcé en 2015, j'ai gardé le nom professionnellement. Robert m'a fixé et a dit qu'il n'était au courant de rien de tout cela. Je lui ai rappelé qu'il n'avait pas demandé et que nous n'avions eu aucun contact pendant 8 ans. Rachel s'est rapidement remise et a soutenu que changer mon nom ne prouvait pas que j'étais médecin, suggérant que j'aurais pu le changer pour cacher quelque chose. Shane a demandé à qui exactement je me cacherais, alors que je dirigeais un cabinet médical public. Le téléphone a sonné à l'extérieur de la salle de conférence. La voix paniquée de Sarah est passée par la porte, appelant le docteur Anderson. Alors, je me suis levé et je suis sorti vers le bureau de la réception, visible par la fenêtre. Sarah gérait une ligne, tandis qu'une autre continuait de sonner. Alors, je l'ai décroché et j'ai répondu avec le nom de la clinique, puis j'ai basculé sur la deuxième ligne et je me suis identifié comme le docteur Anderson. Un patient âgé avait besoin d'un renouvellement d'ordonnance. Alors, j'ai ouvert son dossier sur l'ordinateur, j'ai vérifié le médicament, et j'ai soumis la demande de renouvellement à sa pharmacie. J'ai raccroché et je suis retourné à la salle de conférence. Rachel était debout, l'air triomphant, insistant sur le fait que cela prouvait que j'étais seulement du personnel de réception. Je me suis assis et j'ai expliqué que ma réceptionniste était débordée, alors je l'aidais. Rachel a soutenu que les médecins ne répondaient pas au téléphone, ce à quoi j'ai répondu que je le faisais, lorsque mon équipe avait besoin d'aide. Elle s'est tournée vers Park et a insisté sur le fait que c'était exactement de cela qu'elle parlait, que je pensais que répondre au téléphone faisait de moi un médecin. Shane a sorti un autre dossier contenant des captures d'écran de SMS avec des horodatages clairement visibles. Elle a montré à Park des messages du 15 octobre, où Rachel me demandait un prêt urgent de $50 000, parce que son entreprise était en faillite. Les messages révélaient que nos parents avaient co-signé ces prêts et perdraient leur maison si elle faisait défaut. Les SMS de Rachel disaient que j'étais son frère et lui devais de l'aide, parce que la famille cédait. Ma réponse avait été simple. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans et je ne lui devais rien. La voix de Shane est devenue froide, alors qu'elle soulignait que Rachel avait déposé cette plainte le 18 octobre, exactement 3 jours après que j'avais refusé le prêt. Le visage de Rachel est devenu pâle, alors qu'elle insistait sur le fait que ce n'était pas la raison pour laquelle elle avait déposé la plainte. Shane lui a demandé d'expliquer la vraie raison. Alors le silence s'est étiré inconfortablement, tandis que Robert se tournait vers Rachel et lui demandait si elle m'avait vraiment demandé de l'argent, après leur avoir dit qu'elle signalait une fraude, parce que c'était la bonne chose à faire. La voix de Linda s'est brisée, lorsqu'elle a demandé si Rachel leur avait menti. Robert a étudié mon visage, comme s'il me voyait pour la première fois depuis des années. Linda a fixé la licence médicale accrochée au mur derrière moi. Robert a demandé lentement si ces licences étaient réelles, et j'ai confirmé qu'elles l'étaient. Il a demandé si j'étais vraiment allé à l'école de médecine. John Hopkins, diplômé en 2011. Les yeux de Linda se sont remplis de quelque chose qui aurait pu être des larmes, lorsqu'elle a demandé pourquoi je ne leur avais pas dit.
Je lui ai rappelé que je les avais invités à ma remise de diplôme, mais qu'ils n'étaient pas venus, parce que l'événement professionnel de Rachel était prévu le même week-end. Robert a cligné des yeux et a demandé si cela faisait vraiment 13 ans. 14. Juin 2011. La voix de Rachel s'est élevée, alors qu'elle m'accusait de manipulation, mais Park a fermé le dossier et tout le monde s'est tu. Il a expliqué, cette situation nécessitait une enquête approfondie, et il aurait besoin de la documentation du docteur Anderson, si tel était vraiment mon nom légal. Licence médicale, certification du conseil, relevé de notes de l'éducation, et papier de propriété de la clinique seraient tous nécessaires. Shen a demandé quand il voulait ces documents. Demain matin, à 9 h. Rachel s'est levée brusquement et a protesté que me donner jusqu'à demain me permettrait de falsifier des documents. Park lui a rappelé qu'il vérifierait tout directement auprès des agences d'État et que les documents étaient soit légitimes, soit ils ne l'étaient pas. Il s'est levé et a rangé sa mallette, tout en expliquant qu'il contacterait également personnellement le conseil de médecine du Massachusetts et l'université Hopkins. Il a regardé Rachel avec une expression sérieuse. Si les références du docteur Anderson sont réelles, cette plainte est fausse. Déposer une fausse plainte auprès d'une agence d'État est un crime. Rachel s'est assise lourdement, tandis que mes parents commençaient à se lever de leur chaise. La voix de Shen les a immédiatement arrêtés, suggérant qu'ils devraient rester un instant. Robert s'est hérissé et a mentionné qu'ils avaient le droit de partir, mais Shen a expliqué qu'ils avaient signé des documents légaux accusant son client de fraude criminelle. Si j'étais innocent, et elle a souligné que je l'étais, ils feraient face aux conséquences de leurs actions. La voix de Rachel est sortie, mince et incertaine. Quelles conséquences? Shen les a énumérées méthodiquement. Diffamation, dépôt d'un faux rapport de police, et interférence avec une pratique médicale. Elle a sorti sa tablette et a noté que je traitais 40 patients par semaine, donc si cette plainte endommageait ma réputation, il serait responsable de ma perte de revenus. Les mains de Linda tremblaient, alors qu'elle insistait sur le fait qu'il n'avait pas eu l'intention de faire de mal. La réponse de Shen a été précise et impitoyable. Ils avaient signé une déclaration sous serment devant un notaire, ce qui n'était pas la même chose que de ne pas vouloir faire de mal. J'ai regardé mes parents et j'ai déclaré clairement qu'ils avaient essayé de détruire ma carrière. Robert s'est levé et a commencé à expliquer ce qu'il pensait qu'il se passait, mais je l'ai coupé en soulignant qu'ils avaient cru l'histoire de Rachel sans vérifier aucun fait. Comme toujours. Je me suis levé et tous les autres ont suivi, jusqu'à ce que la petite salle de conférence semble encore plus petite. J'ai posé une simple question sur la date de mon anniversaire, ce qui a rendu Linda confuse. Robert a essayé de rejeter cela comme non pertinent, alors j'ai fourni la réponse moi-même. C'est aujourd'hui, le 30 décembre 1989. J'ai 35 ans. Le visage de Linda est devenu complètement blanc, alors que je continuais à parler d'une voix calme. Ils étaient venus ici, le jour de mon anniversaire, pour m'accuser de fraude, parce que Rachel les avait convaincus que j'étais un raté. Ils n'avaient pas appelé pour vérifier quoi que ce soit, ni vérifier aucun fait. Ils l'avaient juste cru immédiatement. La voix de Rachel s'est brisée, alors qu'elle me disait d'arrêter de jouer la victime, mais je l'ai ignoré et j'ai abordé le retour imminent de Park, demain matin à 9 h. Je leur ai dit à tous les trois qu'ils verraient ma licence médicale, mes références hospitalières, et mes dossiers de patients documentant 8 ans de traitement de famille dans cette communauté. Ensuite, ils devraient lui expliquer pourquoi ils avaient déposé une fausse plainte. Park a marché jusqu'à la porte, Shen le suivant. Rachel et mes parents sont restés figés, tandis que Rachel chuchotait quelque chose sur la façon dont les gens pouvaient falsifier des licences de nos jours. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu l'alerte du calendrier me rappelant mon 35e anniversaire, puis je l'ai ignoré sans aucune émotion. Revenez demain, voyez par vous-même. La voix de Robert est sortie, petite et incertaine, suggérant que si j'étais vraiment médecin, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir. Il découvrirait tout le matin, et il ne devrait pas être en retard. Ils sont partis un par un, jusqu'à ce que je me tienne seul dans la salle de conférence vide, fixant les chaises qu'ils avaient occupées. Demain matin à 9 h, tout changerait pour eux tous. La vérité avait cette façon d'agir. La salle de conférence avait exactement la même apparence le lendemain matin, lorsque je suis arrivé à 8h45, mon café à la main. Shen était assise à côté de moi, avec 3 dossiers épais disposés précisément sur la table. Elle avait passé la soirée à rassembler chaque document dont Park pourrait avoir besoin pour vérifier mes références. Mes parents sont arrivés à 8h57, l'air épuisé,
avec des cernes sous les yeux et des vêtements froissés, suggérant qu'ils avaient passé la nuit à se disputer. Rachel est entrée à 8h58, avec un maquillage parfait et une démarche confiante qui ne cachait pas tout à fait le léger tremblement de ses mains. Park est arrivé à 8h59, portant un dossier 2 fois plus épais que celui de la veille. Il l'a posé sur la table avec un bruit sourd et lourd, ce qui a immédiatement attiré le regard de Rachel. Park a salué tout le monde et a expliqué qu'il avait passé la veille au soir à passer des appels et à vérifier des bases de données, puis il a ouvert son ordinateur portable sans plus de préambule. L'écran s'est allumé, montrant le site web du Conseil de médecine du Massachusetts, tandis qu'il expliquait qu'il avait cherché dans la base de données de licence d'État. Ses doigts ont tapé Michael Anderson MD dans le champ de recherche. Les résultats sont apparus instantanément à l'écran, avec mes informations de licence affichées pour que tout le monde les voie. Numéro de licence MD 48291, délivré en novembre 2014. Spécialité listée comme médecine familiale. Statut affichant actif sans restriction. Rachel s'est penchée en avant et a insisté sur le fait que ce devait être quelqu'un d'autre avec le même nom, mais Park a fait défiler vers le bas pour montrer que la licence listait l'adresse de cette clinique et ma date de naissance. 30 décembre 1989. C'est moi, ai-je dit doucement. Mes parents se sont penchés pour fixer l'écran, tandis que le visage de Rachel perdait plusieurs nuances de couleur. Park a fermé l'ordinateur portable et a ouvert le dossier épais qu'il avait apporté, étalant les documents un par un dans une séquence méthodique. La première page montrait une copie certifiée de mon diplôme de l'université Johns Hopkins, suivie de mon certificat de licence médicale, puis de mon certificat d'achèvement de résidence à l'hôpital général du Massachusetts, et enfin l'acte montrant que j'avais acheté ce bâtiment de clinique. L'expression de Park a changé, alors qu'il levait les yeux des documents. Il m'a fixé pendant un long moment, puis s'est tourné vers Rachel, puis est revenu vers moi. Son visage s'est littéralement effondré, alors que la pleine réalisation le frappait, le choc et la compréhension traversant ses traits dans une vague que je pouvais voir de l'autre côté de la table. « Docteur Anderson », a-t-il dit lentement. Rachel a commencé à protester que je n'étais pas médecin, mais Park l'a coupé avec une seule déclaration qui a rempli la pièce d'un silence stupéfait. J'étais le propriétaire de cette clinique, a-t-il expliqué, ayant acheté le bâtiment en 2016 pour 890 000 $. Sa compagnie d'assurance m'avait accrédité depuis 2016, faisant de moi non seulement un employé, mais le directeur médical et le seul médecin pratiquant ici. Il a regardé Rachel et a demandé pourquoi ma famille pensait que j'étais réceptionniste. La bouche de Rachel s'est ouverte et fermée sans produire aucun son. Les mains de Robert ont commencé à trembler, alors qu'il agrippait le bord de la table. Les yeux de Linda se sont remplis de larmes qui ont coulé sur ses joues, tandis que je gardais mon expression complètement neutre. Park a continué à étaler d'autres documents qui formaient une image complète de mon éducation. Relevé de notes du lycée de Westbrook High dans le Connecticut, montrant une moyenne cumulative de 3,8, et non l'échec à peine diplômé que mes parents lui avaient décrit. Diplôme d'associé du Lakewood Community College avec une note parfaite de 4,0. Baccalauréat et sciences en biologie de l'Université de l'Ohio avec une moyenne cumulative de 3,9. Doctorat en médecine de l'école de médecine Johns Hopkins en 2011. Diplômé avec distinction. Résidence en médecine familiale à l'hôpital général du Massachusetts de 2011 à 2014. Park s'est adressé directement à mes parents et leur a rappelé qu'ils avaient affirmé que j'avais à peine terminé le lycée. Robert a fixé les relevés de notes, comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Park a expliqué qu'il avait vérifié chaque document hier, en contactant personnellement chaque institution. La voix de Linda est sortie, à peine un murmure, lorsqu'elle a demandé si j'avais vraiment fréquenté Johns Hopkins, l'une des meilleures écoles de médecine du pays. 4e meilleure, en fait, ai-je répondu. Les dossiers professionnels sont venus ensuite, dans une autre vague systématique qui ne laissait aucune place au doute ou au déni. Licence médicale du Massachusetts délivrée en 2014 et renouvelée tous les 2 ans jusqu'à présent. Certification du Conseil de l'American Board of Family Medicine en 2015. Licence DEA m'autorisant à prescrire des médicaments. Privilèges hospitaliers actifs à l'hôpital Saint-Marie. Accréditation auprès de 8 compagnies d'assurance différentes, y compris celle de Park, registre des patients montrant 2847 patients traités depuis l'ouverture de ce cabinet en 2016. Park a noté que j'avais 0 réclamation pour faute professionnelle et 0 plainte déposée auprès du conseil médical. Il a affiché un autre écran montrant mes scores de satisfaction des patients, 4,8 sur 5,
et des réclamations d'assurance totalisant 1 400 000 $ payés entre 2016 et 2024. Chaque réclamation avait été correctement documentée et chaque procédure entièrement justifiée par la nécessité médicale. Il a regardé directement Rachel et lui a rappelé qu'elle avait déposé une plainte m'accusant de fraude à l'assurance, alors que j'étais en fait l'un de leurs prestataires les mieux notés. La voix de Robert s'est brisée, lorsqu'il a finalement parlé. « Vous êtes médecin. Un vrai médecin. » J'ai confirmé ce simple fait, tandis que Linda traitait la réalité que je possédais toute cette clinique et que j'avais acheté le bâtiment moi-même. Robert a demandé pourquoi je ne leur avais rien dit de tout cela. Et je lui ai rappelé que je leur avais dit. Il n'avait juste pas écouté. Linda a insisté sur le fait qu'il se serait souvenu de quelque chose d'aussi important, ce qui a incité Shane à sortir un autre document de son dossier. L'annonce de remise des diplômes que j'avais envoyée à leur adresse du Connecticut le 15 juin 2011, avec la carte de réponse qu'ils avaient retournée, disant qu'ils ne pouvaient pas y assister à cause de l'événement professionnel de Rachel ce même week-end. Shane a produit une pile de cartes de Noël que j'avais envoyées chaque année jusqu'en 2017. Toutes retournées marquées mauvaise adresse, parce qu'ils avaient déménagé en 2018 sans me dire leur nouvelle localisation. La preuve de leur abandon systématique était là sur la table, pour que tout le monde la voie. Park a reporté son attention sur Rachel et lui a demandé de clarifier son statut d'emploi dans l'industrie de l'assurance. Elle a balbutié qu'elle avait travaillé dans les assurances, mais ne le faisait plus, ce qui l'a incité à insister sur la date précise à laquelle elle avait cessé. Shane a répondu pour elle, mars 2023, lorsque Northeast Insurance avait mis fin à son emploi pour violation d'éthique. Rachel a protesté que son dossier d'emploi était une information privée. Shane a expliqué que c'était entièrement pertinent, étant donné que Rachel avait déposé une plainte pour fraude à l'assurance, tout en revendiquant une expertise dans l'industrie. Elle a demandé pourquoi Rachel n'avait pas utilisé son accès aux bases de données des prestataires pour rechercher mes références, avant de déposer la plainte. Rachel a insisté sur le fait qu'elle avait cherché, mais avait utilisé Michael Harris comme nom, ce que Park a immédiatement noté était incorrect, puisque mon nom légal était Anderson depuis 12 ans. Une simple recherche dans la base de données l'aurait montré en quelques secondes. Rachel a affirmé qu'elle n'était pas au courant du changement de nom, ce que Park a souligné était parce qu'elle ne m'avait pas parlé depuis 8 ans, un fait qu'elle avait admis elle-même lors de la réunion d'hier. Il a pris la photo que Rachel avait soumise comme preuve, celle me montrant répondant au téléphone au bureau de la réception. Rachel a semblé triomphante un instant, jusqu'à ce que Park demande ce que cette photo était censée prouver exactement. Les médecins dans les petits cabinets aidaient avec les tâches administratives tout le temps. J'ai expliqué que j'avais une réceptionniste qui avait occasionnellement besoin d'aide, lorsqu'elle était malade ou submergée par le volume d'appels. Je couvrais la réception, de la même manière que je nettoyais les salles d'examen, lorsque notre concierge ne pouvait pas venir. Aucun travail n'était au-dessous de moi, et je n'avais jamais compris pourquoi Rachel pensait qu'aider mon personnel me rendait moins professionnel. Je l'ai regardée directement et j'ai noté qu'elle avait pensé que cela me rendait insignifiant, alors que j'avais toujours considéré cela comme faisant partie d'être un bon employeur. Une agitation a éclaté à l'extérieur de la salle de conférence. La porte s'est ouverte en grand et Sarah est apparue, l'air paniqué, avec 8 ou 10 patients entassés dans la salle d'attente derrière elle. Elle s'est excusée abondamment et a expliqué qu'ils avaient entendu parler d'une enquête remettant en question si j'étais un vrai médecin. Madame Kowalski a dépassé Sarah, dans la salle de conférence, et a déclaré que l'accusation était complètement insensée, puisque j'étais son médecin depuis 6 ans. Elle s'est tournée vers Park et lui a dit que j'avais trouvé son cancer du sein de stade 1 lors d'un examen de routine. La détection précoce lui avait sauvé la vie, et elle était en rémission maintenant, à cause de ma minutie. Un autre patient avec une canne a expliqué que j'avais diagnostiqué son diabète, avant qu'il ne montre le moindre symptôme, tandis qu'une jeune mère a partagé que j'avais accouché son bébé juste ici dans la clinique, lorsqu'elle n'avait pas pu se rendre à l'hôpital à temps. Rachel a semblé se rétrécir sur sa chaise, tandis que mes parents regardaient sous le choc. Je me suis levé et je me suis adressé à mes patients, leur demandant de bien vouloir rentrer chez eux, parce que la situation était gérée. Madame Kowalski a exigé de savoir si ces gens m'accusaient réellement de fraude, mais je l'ai assuré que tout était en train d'être résolu, et j'ai remercié tout le monde pour leur inquiétude. Ils sont partis à contre-cœur, marmonnant toujours sur l'absurdité que quiconque remette en question mes références. Shane a attendu que la porte se ferme, avant de sortir un nouveau dossier. Elle a suggéré que nous discutions de la vraie raison pour laquelle Rachel avait déposé cette plainte, puis elle a étalé des documents de faillite montrant que Rachel Harris avait déposé le bilan de faillite chapitre 7 en octobre 2024.
Dette totale de 312 000 $, y compris 240 000 $ de prêts commerciaux, co-signés par Robert et Linda Harris, plus 72 000 $ de dettes de carte de crédit. Le visage de Robert est devenu pâle, tandis que Shane expliquait que le spa de bien-être de leur fille avait échoué après 18 mois d'opération. Un avis de saisie bancaire sur leur maison du Connecticut avait été déposé le 1er novembre. La voix de Linda a atteint un quasi-cri, alors qu'elle traitait l'information qu'ils perdaient leur maison. Rachel a balbutié qu'elle avait prévu de leur dire, ce qui a fait exiger à Robert de savoir quand exactement elle avait l'intention de partager cette nouvelle. Shane a fourni la chronologie. À moins que la dette ne soit payée d'ici le 15 janvier, la banque prendrait possession de leur maison. Elle a montré à Park les SMS à nouveau, où Rachel m'avait demandé un prêt de 50 000 $. Le plan de Rachel avait été transparent rétrospectivement. Détruire ma pratique médicale avec de fausses accusations, me rendre assez désespéré pour avoir besoin du soutien familial, puis utiliser la réconciliation comme levier pour m'extorquer de l'argent. Le mobile financier rendait cette plainte pire que la simple jalousie. C'était une extorsion calculée qui avait échoué spectaculairement. Robert s'est levé, le visage rouge et les mains serrées en poing. Il a dit à Rachel qu'elle leur avait menti, en affirmant que cette plainte visait à protéger les patients d'une fraude. Rachel a essayé d'insister sur le fait qu'elle avait sincèrement cru que je commettais des crimes, mais Robert l'a coupé, en soulignant qu'elle était au courant du changement de nom et aurait pu vérifier mes références avec une simple recherche dans la base de données. Linda sanglotait plus fort, tout en exigeant de savoir s'ils perdaient vraiment leur maison à cause de l'entreprise ratée de Rachel. La voix de Rachel est devenue défensive, alors qu'elle affirmait qu'elle essayait de sauver la famille. Robert a explosé à cette justification et a demandé si détruire la carrière de son frère était son idée de salut. La réponse de Rachel est sortie comme un quasi-cri. Je n'étais pas son frère, parce que je les avais tous abandonnés il y a des années. J'ai corrigé ce récit d'une voix froide et plate, en expliquant que j'avais quitté la maison pour construire ma propre vie, ce qui n'était pas la même chose que l'abandon. Ils n'avaient jamais essayé de me trouver. Rachel a soutenu que j'avais déménagé et changé mon nom, rendant impossible de me localiser. J'ai souligné que chercher Michael Anderson, Dr Boston, aurait fait apparaître mon cabinet comme le premier résultat sur n'importe quel moteur de recherche. Les excuses s'effondraient plus vite qu'elle ne pouvait en fabriquer de nouvelles. Park a fermé son dossier et a annoncé sa décision officielle. La plainte était complètement sans fondement. Mes références étaient impeccables et mon cabinet était entièrement légitime. Il délivrerait une autorisation formelle immédiatement et cette enquête n'affecterait en rien mes contrats d'assurance. Je l'ai remercié calmement, tandis qu'il se tournait vers Rachel et expliquait qu'il signalerait cet incident à la commission d'assurance du Massachusetts. Déposer une fausse plainte était un délit au minimum, potentiellement élevé à un crime, étant donné le mobile financier clair. Rachel a essayé d'affirmer qu'elle avait fait une erreur honnête, mais la réponse de Park a été ferme et impitoyable. Elle avait signé des documents légaux et soumis une déclaration sous serment notarié, ce qui en faisait un parjure, plutôt qu'une simple erreur de jugement. Shane s'est levé et a adopté sa posture d'avocate formelle. Elle a annoncé que j'allais déposer une plainte civile contre Troy, ce qui a fait demander à Robert pourquoi Linda et lui étaient inclus. Shane a expliqué qu'ils avaient co-signé la plainte et étaient donc légalement responsables de ses conséquences. Diffamation, interférence avec les opérations commerciales, et détresse émotionnelle seraient les principales réclamations, avec des dommages-intérêts demandés d'un montant de 500 000 $. Linda a protesté qu'il n'avait nulle part près de ce genre d'argent. La réponse de Shane a été terre à accent grave terre. Ils perdraient leur maison par saisie de toute façon, et selon les accusations criminelles, ils pourraient également faire face à de la prison. Rachel a qualifié toute cette situation d'insensée, ce qui m'a donné l'ouverture que j'attendais. Je l'ai regardée et j'ai déclaré clairement qu'elle avait essayé de me faire emprisonner sous de fausses accusations. Ce n'étaient que les conséquences naturelles de ses actions. Park a rassemblé ses documents et a quitté la salle de conférence, tandis que mes parents se levaient et commençaient à ramasser leurs manteaux. Rachel est restée assise, fixant la table en silence stupéfait. J'ai marché jusqu'à la porte et je me suis arrêté, la main sur la poignée. Une question, ai-je dit. La tête de Rachel s'est levée lentement, tandis que je demandais si elle m'aurait aidé si nos situations avaient été inversées. Si j'avais été celui qui se noyait dans les dettes et lui avait demandé 50 000 $ pour me sauver. Le silence s'est étiré pendant près de 30 secondes, avant que Rachel n'ouvre la bouche, mais elle n'a pu former aucun mot qui répondait à la question. C'est ce que je pensais, ai-je dit. J'ai regardé mes parents et je leur ai dit qu'ils avaient élevé Rachel à croire qu'elle comptait plus que moi.
Elle avait complètement intériorisé cette leçon, et eux aussi. Maintenant, tous les trois feraient face aux conséquences de ce système de croyances ensemble. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Derrière cette porte, les sanglots de Linda ont résonné dans la salle de conférence vide, tandis que Robert fixait les documents de faillite étalés sur la table. Le téléphone de Rachel a commencé à sonner, avec un appel de la commission d'assurance du Massachusetts. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après la visite du vérificateur, le procureur du district du Massachusetts a déposé des accusations formelles contre 3. Rachel a fait face à un chef d'accusation de fraude à l'assurance comme crime et à un chef d'accusation de dépôt de fausses plaintes comme délit. Mes parents ont été accusés de complot en vue de déposer un faux rapport. Les 2 délits, étant donné leur âge et l'absence d'antécédents criminels. Le tribunal a fixé la caution à $10 000 chacun et a programmé le procès pour mars 2025. Je n'ai pas assisté à la mise en accusation. Shane m'a envoyé le dossier de l'affaire, ainsi que quelque chose d'autre qu'elle avait enquêté, l'historique d'emploi complet de Rachel. J'ai examiné les documents dans son bureau 3 jours avant Noël, tandis que le centre-ville de Boston était animé par les acheteurs de vacances qui n'avaient aucune idée que leur vie était tellement plus simple que la mienne. Rachel avait été licenciée d'Atlantic Insurance en 2019 pour avoir approuvé des réclamations frauduleuses. Northeast Insurance l'avait licenciée en 2021 pour avoir falsifié des dossiers de clients. Bay-State Insurance l'avait laissée partir en 2023 pour violation d'éthique. Elle était au chômage depuis 8 mois, avant de déposer la plainte contre moi. Shane a souligné que ce n'était pas seulement du désespoir. C'était un modèle de comportement. Les dossiers montraient que Rachel avait déposé des plaintes contre 2 de ses anciens employeurs. Les 2 rejetés comme sans fondement. Elle avait une stratégie qui devenait évidente, une fois que vous la voyez documentée sur des années d'échecs. Lorsque les choses n'allaient pas comme elle le voulait, elle trouvait quelqu'un d'autre à blâmer et essayait de le détruire, au lieu d'accepter la responsabilité. Mes parents n'avaient jamais été au courant d'aucun des licenciements, parce que Rachel leur avait dit qu'elle était consultante. Une lettre est arrivée du Conseil de médecine du Massachusetts le 20 décembre. L'enquête avait pris exactement 14 jours pour se terminer et avait trouvé la plainte contre moi malveillante et entièrement non fondée. Mes références étaient vérifiées comme exemplaires. Ma licence restait active sans restriction, et le Conseil s'est excusé pour tout inconvénient que l'enquête avait causé. Le plaignant avait été signalé dans leur système pour abus potentiel du processus de plainte. J'ai encadré la lettre et je l'ai accrochée à côté de ma licence médicale dans la salle de conférence, où ma famille avait essayé de me détruire. Cela ressemblait à la plus petite victoire possible, mais les victoires restaient des victoires. Les nouvelles locales ont repris l'histoire 3 jours plus tard, avec un titre sur un médecin de famille blanchi après de fausses accusations de fraude. Une journaliste s'est présentée à la clinique, demandant une interview, et je lui ai donné exactement 2 phrases à la caméra. J'étais concentré sur mes patients, parce que c'est ce qui importait. Et je ne ressentais rien à propos des accusations de ma famille, parce qu'ils n'étaient plus ma famille. Les avis Google de la clinique ont grimpé de 4,2 à 4,9 étoiles du jour au lendemain. 73 nouveaux avis 5 étoiles sont apparus, parlant du fait que j'étais le meilleur médecin de Boston et comment les patients me soutenaient à travers de fausses accusations. Les demandes de rendez-vous ont triplé en une semaine, me forçant à prolonger les heures de bureau et à commencer une liste d'attente pour les nouveaux patients. La communauté avait parlé et ils avaient choisi mon camp. Shane m'a appelé entre 2 patients le 7 janvier, avec des nouvelles concernant la maison de mes parents. La banque l'avait vendue aux enchères la veille pour $380 000, ce qui couvrait la majeure partie de la dette commerciale de Rachel. Robert et Linda déménageaient dans un complexe d'appartements pour personnes âgées, avec l'aide de ma tante Diane. J'ai dit à Shane que j'étais content qu'ils aient du soutien de quelqu'un. Elle a demandé si j'allais reconsidérer le procès, étant donné qu'ils perdaient leur maison, et j'ai dit non sans hésitation. Ils avaient perdu la maison, lorsqu'ils avaient co-signé les prêts irresponsables de Rachel. Je choisissais juste de ne pas arrêter les conséquences naturelles de leur propre décision. L'affaire pénale a avancé plus vite que prévu. Le défenseur public de Rachel a négocié un accord de plaidoyer à la mi-janvier qui a réduit l'accusation de fraude à l'assurance d'un crime à un délit. Elle a reçu 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de probation, une interdiction permanente de l'industrie de l'assurance, et l'ordre de payer $25 000 de restitution à la commission d'assurance. Mes parents ont accepté un accord de probation, 2 ans sans peine de prison, étant donné leur âge et leur statut de première infraction. J'ai lu les documents de condamnation seul dans mon bureau, après le départ du dernier patient pour la journée.
18 mois semblaient simultanément trop longs et pas assez longs pour quelqu'un qui avait essayé de détruire toute ma vie. J'ai regardé par la fenêtre le parking et je me suis demandé si cela constituait la justice ou juste l'efficacité bureaucratique. Le procès civil s'est réglé en février pour 200 000 $, considérablement réduit des 500 000 initiaux que nous avions demandés. Rachel a été déclarée insolvable en raison de sa faillite. Alors, mes parents ont dû payer 50 000 $ provenant du produit de la vente de leur maison, tandis que la compagnie d'assurance a contribué les 150 000 restants pour clore l'affaire rapidement. J'ai fait don de la totalité de la portion de 50 000 $ de mes parents à une œuvre caritative médicale qui fournissait des soins gratuits aux communautés mal desservies. Shane a demandé pourquoi je donnais de l'argent que j'avais légalement le droit de garder, et j'ai expliqué que je ne voulais pas de leur argent. Je voulais qu'ils sachent que je n'en avais pas besoin. Rendre leur contribution non pertinente était plus douloureux que de la garder l'aurait été. J'ai utilisé les 150 000 $ de la compagnie d'assurance pour agrandir le cabinet. En mars, j'ai embauché la doctoresse Sarah Shane comme pédiatre, sans lien de parenté avec mon avocate, malgré le nom de famille partagé. Nous avons ajouté 4 nouvelles salles d'examen et avons changé l'enseigne à l'extérieur pour lire Boston Medicine, Anderson et Shane, milliards, en lettres nettes et modernes. La grande réouverture a attiré une petite foule de patients qui ont apporté des cartes et des fleurs, comme si c'était un mariage, au lieu d'une expansion commerciale. Madame Kowalski a fait un court discours sur la façon dont j'avais sauvé sa vie et était maintenant positionnée pour sauver beaucoup plus de vies dans la communauté. J'ai remercié tout le monde et j'ai dit que c'était ce qui importait réellement, pas les gros titres ou les procès, juste le travail lui-même. Ma famille élargie s'est divisée selon des lignes prévisibles, une fois que la nouvelle s'est répandue au-delà de Boston. Tante Diane a envoyé des SMS demandant si je pouvais pardonner à mes parents, puisqu'ils étaient si dévastés. Oncle Tom m'a traité de cruel et a dit qu'ils avaient juste fait une erreur. Cousine Jennifer a envoyé un message de soutien et a convenu que ce qu'ils avaient fait était impardonnable. Cousin Marcus m'a accusé de déchirer la famille, en refusant de rester soudés. J'ai répondu à tante Diane par un seul mot. Non. J'ai entièrement bloqué le numéro d'oncle Tom. J'ai remercié cousine Jennifer pour sa compréhension. J'ai dit à cousin Marcus que je n'avais rien déchiré. Nos parents avaient fait cela, en choisissant de croire des mensonges sans vérification. Puis j'ai supprimé 14 membres de ma famille sur les réseaux sociaux, j'ai gardé les 3 cousins qui m'avaient soutenu, et je me suis retiré du groupe de discussion familiale qui était silencieux depuis décembre. Une lettre manuscrite est arrivée à la clinique fin mars, avec l'écriture cursive soignée de Linda remplissant 2 pages de papier à fleurs. Elle a écrit qu'il savait qu'il m'avait blessé et était tellement désolé qu'il n'avait pas su que Rachel mentait et lui avait fait confiance, qu'ils avaient perdu leur maison et vivaient dans un appartement d'une seule chambre maintenant. Robert avait des problèmes de santé et il n'avait plus de bonne assurance. Elle savait qu'il ne méritait pas mon aide, mais j'étais toujours leur fils et ne pouvions-nous pas au moins parler, afin qu'ils puissent tout expliquer correctement. J'ai lu la lettre entière 2 fois, avant de la plier et de la classer dans le tiroir de mon bureau. Ils voulaient expliquer leur version, après 8 ans de n'avoir jamais demandé la mienne. La mathématique de cet échange ne s'équilibrait pas, quelle que soit la façon dont je la calculais. Alors, je n'ai jamais répondu à la lettre ni à aucun des 3 messages téléphoniques que Linda a laissés au cours des semaines suivantes. Boston Magazine m'a contacté en avril, pour me présenter dans leur numéro des 40 meilleurs médecins de moins de 40 ans. L'interview s'est déroulée autour d'un café près de ma clinique, avec une journaliste qui a posé des questions étonnamment bonnes sur la façon dont j'avais fait face aux fausses accusations de ma propre famille. Je lui ai dit que je m'étais concentré sur mes patients, parce que c'est pour eux que j'étais devenu médecin en premier lieu. Elle a demandé si je regrettais d'avoir complètement coupé les ponts avec ma famille. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je dit. Pas de l'avoir fait. L'article a été publié en mai, avec une photo de moi en blouse blanche, debout devant la clinique nouvellement agrandie. 3 anciens camarades de classe de l'école de médecine m'ont contacté pour me féliciter. Et j'ai réalisé que je n'avais parlé à aucun d'eux depuis des années, parce que j'avais été tellement concentré sur la construction de mon cabinet, que j'avais oublié d'entretenir des amitiés. J'ai commencé à faire des plans pour changer cela. Lors d'une conférence médicale en juin, j'ai rencontré la doctoresse Sarah Shane, lors d'une présentation sur l'intégration des soins pédiatriques dans les pratiques familiales. Nous avons pris un café après et avons parlé des défis de gérer une petite clinique à l'ère de la médecine d'entreprise. Elle a demandé des nouvelles de l'histoire du vérificateur d'assurance qu'elle avait entendu par le réseau de potins de la communauté médicale. J'ai confirmé que tout était malheureusement vrai.
L'expression de Sarah est passée à quelque chose entre la sympathie et le respect, lorsqu'elle a réalisé que ma propre sœur avait essayé de me détruire. Elle a demandé si j'étais toujours en colère contre ce qui s'était passé, et j'ai expliqué que la colère nécessitait de l'énergie que je préférais dépenser pour apprendre et grandir. La thérapie m'avait aidé à comprendre que m'accrocher à la rage ne ferait que leur donner un pouvoir continu sur mon état émotionnel. Elle a souri et a dit que c'était en fait très sain pour quelqu'un qui avait traversé un traumatisme. 3 ans de thérapie, lui ai-je dit. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Une lettre est arrivée de la prison fédérale FCI d'Ambury en août, avec le numéro de détenu de Rachel imprimé sur l'adresse de retour. Elle avait eu le temps de réfléchir et de réaliser qu'elle avait tort. Que le désespoir de l'argent avait obscurci son jugement. Que la thérapie en prison l'aidait à comprendre ses schémas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas annuler ce qu'elle avait fait, mais espérait que je pourrais lui pardonner un jour, et si je considérerais écrire une lettre à la commission des libérations conditionnelles, lorsque son audience arriverait dans quelques mois. J'ai lu la lettre une fois, je n'ai absolument rien ressenti, et j'ai écrit un seul mot sur le papier à lettre de la prison. Non. J'ai signé mon nom, je l'ai mis dans l'enveloppe de retour, et je l'ai posté le même jour. Lorsque Shane a appelé plus tard cette semaine-là et a demandé ce que j'avais dit à Rachel à propos de la lettre de libération conditionnelle, j'ai répété le même mot unique. Shane a ri et a dit, bien, ce qui m'a fait sentir que j'avais réussi une sorte de test que je n'avais pas su que je passais. Tard un soir de septembre, j'étais assis seul dans mon bureau, terminant la paperasse après une longue journée de rendez-vous consécutifs. Une photo encadrée sur mon bureau me montrait à ma remise de diplôme de Johns Hopkins, portant mes tenues blanches d'école de médecine et tenant mon diplôme. J'étais seul sur la photo, parce que personne n'était venu me voir obtenir mon diplôme. Pas de parents, pas de sœurs, pas de famille élargie, qui avaient tous été trop occupés par l'événement professionnel de Rachel ce même week-end. J'ai pris la photo et j'ai étudié l'expression fière de mon moi plus jeune. Les gens continuaient de demander si j'étais heureux, maintenant que tout avait été résolu légalement et professionnellement. Je ne savais jamais comment répondre à cette question, parce que le bonheur semblait être la mauvaise métrique pour mesurer. J'avais un cabinet réussi, de bons collègues et des patients qui me faisaient confiance avec leur vie et leur santé. Mais je n'avais pas de famille, pas de frères et sœurs à appeler pour les anniversaires, pas de parents à visiter pour les vacances, pas de cousins qui voudraient de moi à leur mariage. Est-ce que cela en valait la peine? Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah me demandant si je voulais dîner chez elle demain. J'ai regardé à nouveau la photo, puis le SMS, puis de nouveau la photo de mon jour de remise de diplôme solitaire. Certaines pertes étaient nécessaires, même lorsqu'elles faisaient mal. Et peut-être que c'était la seule réponse qui importait. J'ai mis la photo face cachée dans le tiroir et j'ai répondu par un simple oui. La paperasse pouvait attendre jusqu'au matin. Mon 36e anniversaire est tombé le 30 décembre 2025, exactement un an après que le vérificateur d'assurance était entré dans ma clinique, ma famille traînant derrière lui. La célébration a eu lieu dans mon condo, avec 8 personnes rassemblées autour d'un gâteau qui disait « Joyeux 36e anniversaire, Dr Anderson », en glaçage bleu. Sarah Shane se tenait à côté de moi, tandis que Margaret Shane, mon avocate devenue amie, levait un verre de vin. La doctoresse Sarah Shane, ma partenaire de clinique avec le nom identique déroutant, riait de quelque chose qu'un de mes collègues avait dit. Madame Kowalski était assise dans mon fauteuil le plus confortable, l'air satisfaite d'avoir organisé tout cet événement à mon insu. L'atmosphère semblait chaleureuse et sincère, d'une manière que l'anniversaire de l'année dernière n'avait jamais eu. Sarah a mentionné qu'il y a exactement un an, j'étais en train de gérer l'audit, et j'ai reconnu que c'était une vie différente à l'époque. Madame Kowalski m'a corrigé et a dit que j'étais un homme différent maintenant, mais j'étais en désaccord avec son évaluation. J'étais la même personne, juste plus léger en quelque sorte, allégé du poids des membres de la famille qui ne m'avaient jamais réellement vu. L'avocate Shane a proposé un toast à la justice, mais je l'ai tranquillement changé pour la paix à la place. Un de mes collègues a posé des questions sur Rachel pendant la fête, spécifiquement si elle avait été libérée de prison. J'ai confirmé que sa libération anticipée avait eu lieu en novembre, après avoir purgé 13 mois de sa peine de 18 mois. Son agent de probation m'avait contacté pour expliquer qu'il lui était interdit tout contact avec moi pendant 3 ans, dans le cadre de ses conditions de probation. Sarah a demandé si cette restriction me dérangeait. Je lui ai dit la vérité. Même si l'ordonnance de non-contact expirait demain, je ne parlerai toujours pas à Rachel, parce qu'il n'y avait plus rien à dire entre nous. La conversation est passée rapidement à autre chose,
parce que personne à ce rassemblement ne se souciait de la situation de Rachel au-delà de la curiosité de base. L'avocate Chen a mentionné que mes parents avaient envoyé une carte de Noël à son bureau plus tôt ce mois-ci, qu'elle avait retournée non ouverte, selon mes instructions permanentes. La doctoresse Chen a demandé si je me demandais parfois comment ils allaient, et j'ai expliqué que ma tante Diane envoyait des mises à jour occasionnelles sans qu'on lui demande. Ils allaient bien, vivant dans une communauté pour personnes âgées avec un loyer subventionné, gérant leurs problèmes de santé avec Medicare. Quelqu'un a demandé si je me sentais coupable de leur situation réduite. Je ne ressens rien, ai-je dit. C'est mieux que la colère. La fête a continué avec des discussions sur le prochain anniversaire d'un an de la médecine familiale Anderson et Chen. La doctoresse Chen a partagé que nous avions traité 892 nouveaux patients au cours de la dernière année, doublant presque la taille de notre cabinet. J'ai noté que l'argent du règlement du procès avait été bien utilisé, ce qui a fait rire Madame Kowalski et a souligné que Rachel avait essayé de me détruire, mais j'avais construit quelque chose d'encore plus grand à partir de l'épave. Je l'ai corrigé gentiment. Rachel avait essayé de détruire quelqu'un qu'elle pensait petit et insignifiant. Elle n'avait jamais réellement su qui j'étais. Donc, son attaque avait été contre une version fantôme de moi qui n'existait que dans son imagination. Le soir suivant, je me suis arrêté à Trader Joe's, en route vers l'appartement de Sarah pour le dîner du Nouvel An. Le magasin était bondé de clients de dernière minute, faisant le plein de champagne et d'amuse-gueule. J'ai attrapé un sac de grains de café sur l'étagère, et ma main a touché une autre main, tendant la main vers le même sac. J'ai levé les yeux et j'ai vu Rachel. Elle avait perdu du poids en prison. Son visage plus mince et plus anguleux que dans mes souvenirs. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un pull Target et des jeans qui avaient connu des jours meilleurs. La peau de prison la rendait grisâtre sous les lumières fluorescentes du magasin. Nous nous sommes figés tous les deux pendant un long moment. Elle a dit mon nom et j'ai dit le sien, puis le silence s'est étiré entre nous dans l'allée du café, tandis que d'autres acheteurs poussaient leurs chariots devant nous. Rachel a commencé à dire qu'elle voulait me dire quelque chose, mais je l'ai coupé avec un seul mot et j'ai pris le café. Je suis parti sans regarder en arrière, bien que je pouvais sentir qu'elle me regardait, jusqu'à ce que je tourne le coin vers les caisses. Cette nuit-là chez Sarah, je lui ai raconté la rencontre, tandis que nous préparions le dîner ensemble. Elle a arrêté de hacher des légumes et a demandé si j'allais bien, et j'ai confirmé que j'allais bien, parce que je n'avais absolument rien ressenti pendant l'interaction. Sarah a demandé si cet engourdissement était bon ou mauvais, ce qui était exactement la question que je me posais. Parfois, je me demandais si je devrais ressentir plus de colère, ou de tristesse, ou même de pitié pour la sœur qui avait détruit sa propre vie en essayant de détruire la mienne. Sarah a souligné que je ne pouvais ressentir que ce que je ressentais réellement, et que l'apathie n'était pas moralement mauvaise. Mon thérapeute avait dit la même chose plusieurs fois au cours des 3 dernières années. Sarah a demandé si la famille me manquait, ce qui m'a fait regarder autour de son appartement les photos couvrant ses murs. Des photos de nous à la réouverture de la clinique, de moi et mes collègues lors de conférences, de la fête de célébration de la rémission de Madame Kowalski. J'ai une famille, lui ai-je dit. Juste pas celle dans laquelle je suis né. Le lundi matin suivant, notre nouvelle réceptionniste, Jenna, a eu du mal avec le système téléphonique pendant la ruée matinale des appels de rendez-vous. Je me suis assis au bureau d'accueil et je l'ai guidée à travers le processus, tandis qu'elle s'excusait de ne pas le savoir déjà. La doctoresse Chen est passée et a fait un commentaire taquin sur le fait que j'aidais à nouveau à la réception, mais j'ai dit à Jenna qu'aucun travail n'était trop petit, lorsque vous faisiez partie d'une équipe. Un étudiant en médecine qui me faisait de l'ombre ce jour-là a semblé surpris que je réponde réellement au téléphone, comme la photo de Rachel l'avait montré. J'ai confirmé que je faisais cela parfois et j'ai demandé si c'était un problème. L'étudiant a admis que la plupart des médecins ne feraient pas de travail administratif, ce à quoi j'ai répondu. Ces médecins manquaient l'essentiel de la gestion d'un cabinet axé sur les soins aux patients, plutôt que sur l'ego. Plus tard ce matin-là, M. Torres a abordé l'histoire des accusations de ma famille pendant son examen. Il en avait entendu parler par le réseau de potins des patients et voulait exprimer son opinion qu'il s'était complètement trompé à mon sujet. Je l'ai remercié pour le soutien, et il a demandé pourquoi je restais dans une petite clinique, alors que je pouvais travailler dans un grand hôpital avec mes références et ma réputation. Les grands hôpitaux traitent des maladies, ai-je expliqué. Je traite des gens. M. Torres a hoché la tête et a dit que c'était une bonne réponse. Alors, je lui ai dit que c'était aussi la vraie réponse, la vraie raison pour laquelle j'avais choisi ce chemin particulier à travers la médecine. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon bureau,
écrivant des notes de patient, après que le dernier rendez-vous ait été terminé. Le calme de la clinique vide m'a donné de l'espace pour réfléchir à la question que les gens continuaient de poser, si je regrettais d'avoir coupé les ponts avec ma famille complètement. Je regrettais que cela ait été nécessaire, mais pas de l'avoir réellement fait. Ma sœur avait pensé que répondre au téléphone me rendait petit et insignifiant. Mes parents avaient supposé que j'étais un raté, parce que je ne les avais pas continuellement mis à jour sur chaque succès. Aucun d'eux n'avait compris la vérité fondamentale que je n'avais pas besoin qu'ils me voient ou valident mes réalisations. J'avais besoin d'arrêter d'attendre qu'ils regardent dans ma direction. La vengeance aurait été de leur prouver qu'ils avaient tort et de les forcer à reconnaître leur erreur. La paix était de rendre leurs opinions complètement non pertinentes pour mon sens de l'estime de soi. Je n'avais pas gagné une sorte de guerre contre ma famille. J'avais simplement arrêté de mener une bataille qui n'avait jamais été la mienne à gagner en premier lieu. À 7 heures ce soir-là, j'ai verrouillé les portes de la clinique et j'ai marché jusqu'au parking, où Sarah m'attendait dans sa voiture. De légères neiges avaient commencé à tomber, recouvrant tout d'une mince couche de blanc qui serait probablement partie d'ici le matin. Je suis monté sur le siège passager et Sarah a demandé des nouvelles de ma journée. « Bonne journée », ai-je dit. Le dépistage du cancer de Monsieur Torres est revenu clair. Nous avons conduit à travers les rues calmes, tandis que je regardais l'enseigne de la clinique s'estomper dans le rétroviseur. Médecine familiale Anderson et chaîne en lettres nettes et modernes qui représentait tout ce que j'avais construit à partir de rien. Sarah a demandé à quoi je pensais, et je lui ai dit que j'avais construit quelque chose de réel et de solide qui m'appartenait entièrement. Elle a convenu que oui, ce qui m'a incité à clarifier que je l'avais fait pour moi-même, plutôt que pour prouver quoi que ce soit à ma famille. C'est la meilleure raison, a-t-elle dit. Sarah a demandé si j'étais heureux maintenant qu'un an s'était écoulé et que tout s'était installé dans une nouvelle normalité. J'ai fait une pause avant de répondre, parce que le bonheur semblait être la mauvaise métrique pour mesurer. J'étais en paix, ce qui semblait plus précieux que le bonheur à long terme. Sarah a demandé si la paix était vraiment meilleure que le bonheur. J'ai expliqué que le bonheur dépendait de circonstances externes qui changeaient constamment, tandis que la paix venait de l'acceptation interne qui restait stable, indépendamment de ce qui se passait autour de vous. Sarah a ri et a dit que j'avais l'air très zen pour un médecin de famille. Alors, je lui ai rappelé que 3 ans de thérapie étaient assez chers, pour que j'aie besoin d'avoir l'air sage, afin de justifier le coût. Nous avons conduit sous la neige, tandis que je pensais à la façon dont certaines histoires ne se terminent pas par la victoire ou la justification. Elles se terminent par l'acceptation de ce qui est, plutôt que par le chagrin de ce qui aurait pu être. C'était suffisant.